Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la matrescence, vous écoutez l'épisode 142 de la saison 6. La matrescence, ça te dit quelque chose, ce mot ? Allez, pour faire court, c'est la contraction des mots maternité et adolescence pour expliquer la naissance d'une mère, no big deal. Depuis 4 ans maintenant, ce podcast s'intéresse aux bouleversements majeurs que peuvent vivre les femmes à leur entrée dans la parentalité. Et tu sais quoi ? La patrescence, ça existe aussi. Donc ce podcast s'adresse à tous les parents, ou non d'ailleurs, qui veulent cheminer ensemble vers un monde meilleur et plus accueillant pour leur enfant. Oui, parce qu'ici, on parle aussi éducation, et j'assume complètement aborder des thèmes dits d'éducation bienveillante ou respectueuse. Tous les vendredis, je reçois des spécialistes passionnantes et passionnants pour t'expliquer ce nouveau monde dans lequel tu as mis les pieds. Et au fait, je suis qui moi ? Je suis Clémentine Sarlat. J'ai créé ce podcast à l'arrivée de ma première fille en 2017, le tsunami de ma vie. Et à la base, je suis journaliste dans le sport, à la télé, mais j'aime bien avoir 1000 casquettes, donc tu m'as peut-être déjà aperçu dans ta télé pour parler rugby ou tennis. J'ai 3 filles, assez rapprochées, et j'ai accouché 2 fois à la maison, et ça aussi, ça fait partie de qui je suis. Allez, bienvenue dans ce podcast, let's go. Le deuil périnatal reste un tabou hors norme dans la société. Un deuil indicible, un deuil où les parents sont parfois mis à l'écart et qui peut briser ceux qui le vivent. Sophie de Chivray a créé Au revoir le podcast pour mettre des mots sur le vécu des parents après la perte de leur bébé. Elle a elle-même perdu une petite fille, Augustine, lors de sa première grossesse. La semaine dernière est sorti le documentaire Le berceau vide qu'elle a co-réalisé avec Anaïs Feuillat pour France 3. Pendant 52 minutes, elles explorent ensemble les facettes particulières de l'IMG, l'interruption médicale de grossesse. En France, chaque année, environ 7000 familles sont confrontées à ce choix impensable. Devoir décider du sort de son enfant demande une force inimaginable. Avec douceur et lucidité, le documentaire met en lumière les parents et les professionnels qui vivent ou accompagnent ce deuil si particulier. Le berceau vide rappelle l'immense solitude du postpartum quand il faut rentrer à la maison sans son bébé. Dans cet épisode, il y a beaucoup de résilience, de partage pour comprendre comment entourer au mieux celles et ceux de votre entourage qui pourraient le vivre. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Sophie. Salut Clémentine. Merci beaucoup de m'avoir répondu et de promouvoir ton magnifique documentaire que j'ai eu le plaisir de regarder, diffusé sur France 3, qui s'appelle le berceau vide. Le nom en dit beaucoup et tu vas nous en parler. D'abord, je voulais parler de ton histoire à toi. Tu as découvert donc le monde de la maternité par une grossesse interrompue médicalement. Voilà, comme ça, c'est une IMG. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé pour toi ? Ouais, pas de souci. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation, Clémentine, je suis très touchée. Effectivement, moi, ma première expérience de la grossesse et de la maternité s'est terminée par une IMG, donc une interruption médicale de grossesse. C'était fin 2017. En fait, je fais partie de ces personnes qui ont eu la chance, et je dis bien la chance, d'être enceinte relativement facilement, et ça, je m'y attendais pas. J'avais l'impression que la principale difficulté, ça allait être d'être enceinte. Puis, finalement, j'avais une appréhension pour les 3 premiers mois de grossesse parce qu'on sait très bien que le risque que les grossesses s'interrompent naturellement est quand même assez élevé. En tout cas, moi, j'avais vraiment cette conscience-là. Parce que j'avais été chercher des infos par moi-même, cela dit, pas parce qu'on me l'avait dit, pas parce qu'un soignant me l'avait dit en fait. Donc c'était une appréhension que j'avais, mais malgré tout, voilà, mon premier trimestre s'est bien passé. Et puis comme je pense, 98% des femmes et même des couples, on s'est dit une fois les 3 premiers mois passés, c'est bon. En fait, c'est bon, il y a aucun risque maintenant. Et de fait, on s'était projeté assez rapidement. On a su très rapidement que c'était une petite fille dès la première échographie, celle de la T1 en fait. Donc ça aide encore plus à se projeter. Et voilà, tout allait bien. Tout s'est effondré à l'échographie du 2e trimestre. Donc celle pour laquelle je n'avais vraiment aucune inquiétude. Je me disais c'est bon, je vais revoir mon bébé sur un écran, c'était ça mon principal objectif de la journée. Et on a été à cette échographie en couple.
Et mon gynéco, qui est un gynéco en libéral à cette époque, voit au bout de quelques minutes qu'il y a un problème au niveau du cœur. Mais il peut pas nous en dire plus. Je crois que les mots « il y a un problème », c'est quelque chose qu'on met dans le docu en exergue parce que c'est vraiment quelque chose qu'on a entendu, Anaïs, ma co-réalisatrice, et moi, on reviendra peut-être là-dessus, mais j'ai pas de mots pour décrire la sensation physique que ça a été. Enfin, vraiment, et les émotions qui m'ont traversée à ce moment-là. J'ai des sortes de blackout, j'ai des flashs qui me reviennent. Et en fait, il nous a adressés après à l'unité de diagnostic prénatal du CHU de Caen, parce que j'habite à Caen. Donc déjà, en plus, j'avais jamais entendu parler de ça. C'est lui qui a pris le rendez-vous pour nous avec la cardiologue. Et en fait, 48 heures après, on a eu ce rendez-vous. Et la cardiologue nous a effectivement dit que c'était extrêmement grave. On a été pris en charge dans ce service-là, on a eu plein d'examens et en fait a été abordée assez rapidement la question de l'interruption médicale de grossesse. C'est nous qui avons mis avec mon mari le sujet un peu sur la table lors de cette échographie avec une cardiologue. Je sais pas si elle nous en aurait parlé d'elle-même parce qu'en fait tous les examens étaient pas faits, mais on savait d'emblée que c'était grave. Mais nous on en avait entendu parler, on savait qu'il y avait cette possibilité sans vraiment savoir à quoi ça renvoyait. Pour nous c'était extrêmement abstrait en fait. On avait entendu parler de ça et on s'était dit en préparant un peu le rendez-vous, bon, si on nous annonce que c'est très grave et que notre bébé va souffrir, il est hors de question que notre bébé souffre en fait. Je crois que j'en avais entendu parler parce qu'une de mes très bonnes amies est sage-femme par ailleurs, donc elle avait dû aborder la question avec moi, mais de son côté à elle en fait, le côté professionnel, et moi je m'étais dit à ce moment-là, bah de toute façon moi ça m'arrivera pas. Et donc elle nous a expliqué ce que c'était. Et là j'ai un souvenir extrêmement précis de ces premiers mots qui était que une IMG, c'était au terme où moi j'en étais, donc c'est-à-dire 5 mois à ce moment-là, que c'était un accouchement par voie basse. Et là, ça a été les mots, je crois, les plus inaudibles pour moi, enfin les plus intolérables à ce moment-là, c'est que je m'étais mise vraiment du côté de notre bébé. Je veux pas qu'il souffre, on ne veut pas qu'il souffre. Mais j'avais pas du tout réfléchi aux implications qu'il y avait concrètement pour moi, en fait. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, ok, donc c'est moi qui porte le bébé, donc je veux pas qu'il souffre, mais moi, par contre, je vais être vraiment impliquée là-dedans, et ça m'a vraiment déstabilisée, et ça m'a fait mal, en fait, d'entendre ça. Vraiment mal. Je me suis dit, en fait, on est en train de me mettre là encore plus la tête sous l'eau. Je me retrouve surexposée, en fait, dans cette situation. Et je l'ai très mal vécu. Et après, on a eu d'autres examens. Et au bout du compte, il s'est passé 3 semaines et demie entre le moment où on nous a dit qu'il y avait un problème et le moment où j'ai accouché. Et pour moi, ça a été 3 semaines et demie qui ont été assez nécessaires. C'est même nous qui avons décidé de prendre 1 semaine de plus parce que j'ai eu un tel rejet de ma grossesse. Et il faut bien le dire de mon bébé, en fait. Enfin, c'était vraiment... c'était nécessaire qu'on ait ce laps de temps, vraiment pour remettre les choses dans l'ordre et que moi, je me réapproprie ce qui se passait dans mon corps parce que mon bébé bougeait à l'intérieur de moi, bougeait non-stop. Et en fait, au milieu de toute cette violence et de ce chaos, de ralentir les choses et de m'aider à rétablir un lien, qu'on parvienne à rétablir ce lien, ça nous a permis d'aborder les choses, je dirais, un peu plus en conscience. Et voilà, j'ai vécu un accouchement par voie basse et au bout du compte, c'est ce qui était sans doute la meilleure des solutions, en fait, de procéder ainsi et de rencontrer notre bébé, ce qui n'était pas une obligation, c'est nous le choix, enfin, c'est le choix que nous avons fait nous. Et je crois que c'est même une décision que moi j'ai prise pour moi, peut-être 48 heures avant que j'accouche. Là, j'avais dit à mon mari, si toi t'as envie... ok, si t'as pas envie, c'est pas grave, moi j'ai envie, et au bout du compte, on l'a accueilli tous les deux, en fait, ce bébé, cette petite fille, qui s'appelait Augustine. Et en fait, ça a amené de la douceur. Après, ça a été encore autre chose, le fait de rentrer à la maison les bras vides. Mais voilà, ça a été ma première expérience de la maternité, ma première expérience de la grossesse. Et je dois dire que je suis tombée dans un monde dont j'avais même pas soupçonné l'existence, en fait. C'était vraiment une expérience d'une profonde solitude, en fait. Ouais, c'est ce que vous dites dans le documentaire qui est vraiment fort, c'est que finalement l'annonce est très dure, la prise de décision est très dure, l'accouchement, mais le plus difficile c'est le postpartum. Le postpartum sans bébé, et c'est ce qui est le titre, le berceau vide. Ouais. C'est cette image-là qui est la plus complexe. Ouais, c'est le berceau vide qui est aussi le ventre vide, les bras vides, la maison vide. Je pense que pour les personnes qui en plus
était soit plus avancée dans la grossesse, soit dans un autre type de projection avec déjà beaucoup d'achats faits pour le bébé. C'est encore autre chose. Nous, on n'en était pas à ce stade-là. Pourquoi ? Je ne sais pas, en fait. Enfin, il y a rien qui m'empêchait d'acheter des choses. Enfin, j'avais quand même acheté quelques vêtements. Je m'étais mise à tricoter parce que j'adore le DIY et voilà. Mais c'est vrai que de rentrer et de se dire la vie, elle sera jamais comme on l'avait projetée. Elle est plus du tout comme elle était avant qu'on nous annonce ça. C'est d'une violence extrême. Moi, je me rendais pas compte, en fait, que l'après allait être comme ça. Mes proches non plus. Je pense que mes proches non plus. Je me souviens d'un texto d'une copine qui m'avait mis « J'espère que le pire est derrière vous ». Et en fait, non. Et elle n'avait pas pris la mesure, mais même nous, on n'avait pas pris la mesure à ce moment-là. Et c'était important de le mettre dans le documentaire parce que je pense que cette violence-là de l'après, on l'a toutes et tous ressentie quand on l'a vécu, mais quand on n'est pas au courant et quand on tombe dans ce monde-là, on l'anticipe pas, en fait. Enfin, je pense qu'on l'anticipe, mais pas dans ces proportions-là. Et au bout du compte, avec moi, tous les témoignages de mon podcast et tous les témoignages dans le documentaire, on s'est rendu compte que c'était vraiment quelque chose qui nous reliait toutes et tous. Et c'était important de le mettre en exergue. Et aussi, c'est quelque chose qui nous relie, quelle que soit la raison médicale de ce qui s'est passé, du drame qui s'est joué, que ce soit une IMG, que ce soit une mort fœtale in utero, que ce soit un arrêt de grossesse plus tôt dans la grossesse, ou même les gens qui rentrent à la maison alors que leur bébé est né vivant et qu'il y a eu un problème après. Ça, c'est vraiment quelque chose qui relie toutes les personnes qui vivent un deuil périnatal. Et c'est là, en fait, qu'on se rend compte que l'entourage et pas conscient non plus de ce qui se joue pour nous, que nous-mêmes on n'est pas très conscients de ce qui se joue pour nous, que les soignants à l'hôpital, alors peut-être plus, mais en fonction des hôpitaux, l'accompagnement est pas toujours adéquat à ce moment-là, parce que souvent on rentre avec quelques ordonnances et puis on se revoit dans 3 mois, soit pour des résultats d'analyse, d'autopsie, mais alors le mot autopsie, voilà quoi. Ou alors on nous dit prenez rendez-vous avec votre gynéco ou votre sage-femme pour un rendez-vous dans 3 mois pour vérifier 3 mois après l'accouchement comment ça se passe pour vous. Mais disons que le chemin est pas du tout balisé en fait. Et c'est ce moment très précis où on sort de cette bulle qu'est l'hôpital, parce que quand on a bien été accompagné, c'est une bulle, que c'est souvent un avant qui est balisé par plein de rendez-vous médicaux, en fait. Surtout quand on est sur une IMG, on est dans une temporalité qui est très spécifique, donc on a plein d'examens. Et là, il n'y a plus rien, en fait. Et on retourne dans cette espèce de vie qui n'est plus la même pour nous. Pour nos proches, très proches, c'est plus tout à fait la même non plus, mais ils ont leurs occupations, ils ont leur boulot, ils ont plein de choses, et on se retrouve en congé maternité sans bébé, en fait. Donc, à partir de 22 semaines d'aménorrhée, c'est un congé maternité. Donc, clairement, effectivement, c'est là qu'il y a une violence qui est extrême, avec une vie pour nous qui est complètement désorganisée, parce que c'est pas du tout ce qu'on avait prévu de vivre, en fait. Donc, effectivement... on sort de quelque chose pour rentrer dans quelque chose d'autre, et ce quelque chose d'autre, c'est notre vie, mais c'est pas celle qu'on avait envisagée. Il y a beaucoup de renoncements dans le parcours que vous vivez. Et tu as créé le podcast qui s'appelle Au revoir podcast. Pourquoi est-ce que tu as voulu mettre en lumière le deuil périnatal ? Alors, après ma première grossesse, j'ai été de nouveau enceinte, moins d'1 an plus tard, et c'est une grossesse qui était très spéciale. Là, je me suis rendu compte à quel point ça réactivait des choses, en fait, et que finalement, ce deuil, c'était pas juste l'instant T de la perte, en fait, c'était tout l'après, et que en plus, même une future grossesse, on pouvait plus la vivre de la même manière. Donc, je me suis vraiment rendu compte que ce deuil, il était à plein d'échelles différentes, et il se répercutait, en fait, dans plein d'aspects de la vie. Et mes filles, donc qui sont venues après, qui sont nées en 2019, en plus elles sont nées extrême prématurées, quasiment au même terme que ma première grossesse en fait. Donc là pour moi ça a été le truc, je me suis dit c'est pas possible, qu'est-ce que j'ai fait ? Même si je sais qu'il n'y a pas à se sentir coupable, enfin c'était vraiment, ça m'a accablée. Et ça a été un parcours très long, mais je pense que quand elles avaient 1 an, il y a quand même beaucoup de choses qui me sont revenues.
par rapport à ma première grossesse aussi, c'était le moment du Covid. Et pendant le premier confinement, je me suis dit, j'ai eu envie de faire quelque chose par rapport au deuil périnatal parce que je me suis rendu compte qu'en plein confinement, il se passait plein de choses dans les maternités, que les coparents, ils étaient pas là, que les femmes étaient plus accompagnées de la même manière. Et en fait, pour moi, ça a été insupportable de voir dans la presse et les médias qu'on parlait beaucoup de ce qui se passait dans la maternité. Donc, ce qui est normal, et je trouvais ça génial parce qu'en fait, en temps normal, on n'en parle jamais. Mais moi, j'avais mes lunettes de personne qui a vécu un drame fin 2017 et je me disais mais ça on n'en parle pas, et comment ça se passe pour les couples là en ce moment qui perdent un bébé, parce que moi ça me semblait horrible en fait que les coparents puissent pas être là pour les accouchements on va dire classiques qui se passent bien, mais moi je me posais vraiment cette question-là et j'avais pas le moyen de savoir ce qui se passait réellement, et ça a été insupportable pour moi de voir qu'on n'en parlait pas. Et moi j'étais vraiment, depuis que mes filles étaient nées, dans ma bulle de maman qui s'occupe de jumelles, qui en plus étaient sur des problématiques médicales très particulières du fait de leur prématurité. Mais là, tout ça m'est revenu, en fait. Et je suis journaliste initialement, et j'étais en colère, en fait. Je me disais, mais il y a des sujets, quoi, à aborder, mais pourquoi on n'en parle pas? Et comme je pouvais pas reprendre le travail à ce moment-là, comme avant, parce que mes filles étaient préma et qu'on pouvait pas les faire garder en collectivité, j'avais besoin de faire quelque chose, j'avais besoin d'avoir un temps pour moi, construire quelque chose quand même un peu professionnel malgré tout. Et le podcast est venu à ce moment-là, en fait. Et d'ailleurs, les premiers épisodes, alors il y a un petit épisode d'intro que je fais moi sur mon parcours pour expliquer un peu ce que j'ai vécu, mais les 3 premiers, ce sont 3 problématiques médicales différentes, donc une fausse couche tardive, une IMG et une mort fœtale in utero pendant le confinement, justement. Et j'avais besoin de faire quelque chose en rapport avec tout ça. Et en fait, le podcast est un peu imposé parce que moi-même, j'avais écouté quelques épisodes, notamment de Bliss, qui en 2018 avait mis un épisode avec une personne qui avait vécu une IMG, Nikki, et moi je l'avais écouté quand j'étais enceinte de mes filles, et j'avais pleuré en l'écoutant, mais pleuré de soulagement, parce que pour la première fois sur un laps de temps assez long, le temps d'un épisode, j'entendais une personne dont le parcours faisait écho au mien pour la première fois, et ça m'avait fait beaucoup de bien. Comme elle avait un peu plus de recul que moi, elle posait même des mots sur des situations que j'avais pas analysées comme telles, en fait, pour lesquelles j'avais pas les mots. Et voilà, je me suis dit, je pense qu'un podcast, ça peut être bien. Ça peut être bien pour aborder plein de facettes du deuil périnatal, pour faire entendre ses voix. Je me suis dit, moi, ça m'a fait du bien. Donc là, je pense que ce sera un outil qui sera assez adéquat, en fait. Et dans les faits, ça a plutôt bien marché, en fait. T'as lancé le podcast, où il y a pas mal d'épisodes, où je vous encourage à aller regarder si vous connaissez pas encore, mais je pense que si vous vivez un deuil, vous avez forcément entendu parler de Au revoir podcast. Et puis, tu as beaucoup aidé une de mes amies que j'ai interviewée dans ce podcast, Lucie, parce que tu as aussi lancé des cercles de parole. Je sais qu'elle en parle beaucoup en disant que ça m'émeut, mais je sais que ça a vraiment, vraiment fait du bien. Et pourquoi est-ce que ça, t'as voulu aussi ajouter ça, ces cercles de parole pour parents endeuillés? En fait, il y a 2 ans maintenant, j'ai eu envie d'ajouter quelque chose. Et j'avais découvert la sophrologie auparavant et je me suis formée à ça. Et je me suis dit, tiens, ça, je pense que c'est quelque chose qui, moi, m'aurait fait du bien. De proposer effectivement des cercles en visio, parce qu'en fait, on n'a pas toujours quelque chose près de chez nous, en fait. Enfin, c'est aussi le problème du deuil périnatal, qui est que beaucoup de personnes le vivent, mais on est disséminé partout en France, quoi. Donc, je me suis dit, tiens, je vais lancer ça, proposer des cercles qui soient des cercles d'échange entre personnes qui ont vécu ce deuil, et d'ajouter aussi des exercices de sophro à la fin, parce que voilà, émotionnellement, ça remue beaucoup, ce genre de moment, en fait, d'échange, et de pouvoir proposer quelques exercices pour redescendre un petit peu et permettre de faire un petit sas de compression entre le cercle et le retour à la vie quotidienne juste après. Je me suis dit, ça pourrait être utile. Et c'est quelque chose que j'ai lancé l'an dernier, à l'approche des fêtes de fin d'année, parce que, voilà, je sais que les fêtes de fin d'année, c'est quelque chose qui peut beaucoup, beaucoup remuer, et ça a bien fonctionné, et je m'y attendais pas trop. Donc, j'ai continué. Alors, j'ai un peu interrompu avec le tournage du docu, parce que j'avais plus du tout de temps.
le tournage, le montage, je vais reprendre dans les prochains temps. Mais c'est vrai que moi, c'est quelque chose qui m'émeut beaucoup à chaque fois parce que je le sais, pour avoir écouté plein de témoignages, pour avoir fait plein d'enregistrements, pour recevoir des tonnes de messages, que quand bien même les situations médicales, elles sont différentes, il y a toujours des choses qui relient ces personnes-là. Et je sais que ce qui nous fait du bien aussi quand on vit un deuil périnatal, c'est certes le soutien des proches quand ils sont là, le soutien des soignants, des accompagnants, voilà, quand ils sont bien formés, mais il y a rien qui remplace, je trouve, l'échange avec une personne qui a vécu ça aussi. Parce que en fait, on sent qu'il y a toujours une frontière qui est parfois infranchissable avec nos proches, avec nos amis. Quand bien même ils sont soutenants en fait, mais il y a quand même un truc qui fait que voilà, on aime parler de maternité avec nos copines qui sont enceintes ou qui ont des enfants et on se reconnaît beaucoup, mais sur la thématique du deuil périnatal, on voit que l'échange peut pas être le même. La personne, elle peut être en situation d'écoute, mais il y a quand même quelque chose qui fait qu'on peut pas aller aussi loin qu'avec des personnes qui l'ont vécu. Donc là, c'était vraiment le but. Et c'est vrai que ce qui est fou, c'est que Lucie, que t'as interviewée, qui est une très bonne amie à toi, en fait, la personne qui nous a mis en contact, c'est Chloé. Et Chloé, c'est la première invitée de mon podcast, en fait, qui avait vécu une IMG pendant le premier confinement. Et en fait, c'est ça qui est dingue. C'est qu'en fait, il y a des liens partout. Il y a vraiment des liens partout parce que, sans vouloir effrayer tout le monde, ça peut toucher n'importe qui, mais personnellement, ou parce que c'est quelqu'un qui fait partie de notre entourage. Et ça, on s'en rend compte une fois qu'on l'a vécu, en fait. Donc voilà, c'était pour moi important de faire circuler cette parole. Et je sais que cette parole, elle est importante quand on entend des parcours dans des podcasts, par exemple, mais de pouvoir échanger en direct, ou de pouvoir écouter en direct sans forcément parler, c'est ultra précieux. Donc j'avais aussi envie de faire quelque chose de cet ordre-là en proposant les cercles. Donc du coup, t'as créé le podcast, Les Cercles de Femmes, et avec Anaïs, ta co-réalisatrice, vous avez créé le documentaire, donc Le Berceau Vide, c'est pour ça que je voulais t'interviewer, qui est sorti cette semaine. Le but, c'est parce que vous vouliez mettre en image le deuil périnatal, ou aussi c'était faire entendre les voix de tout le monde dans un même endroit? Alors en fait, ouais, c'était important pour nous, non seulement de faire entendre, mais de faire voir. Et ça, c'était vraiment très très important. En fait, Anaïs, elle a vécu une IMG fin 2020. Ça faisait quelques semaines que j'avais lancé le podcast. Et Anaïs, elle est réalisatrice, elle est aussi productrice. Et voilà, elle a eu le même réflexe que moi, 3 ans avant, qui a été de rechercher des témoignages. Sauf que moi, en fait, en fin 2017, il n'y avait pas grand-chose. Et elle, en fait, quand elle a recherché des témoignages, il y avait déjà plus de contenu et de matière. Et elle est tombée sur mon podcast, en fait. Donc elle l'a écouté. Et le hasard a fait que, en plus, fin 2020, il y a eu un coup de projecteur sur le deuil périnatal à un moment donné. Je sais pas si tu t'en souviens. Mais il y a Chrissy Teigen et John Legend qui ont perdu un bébé. Et donc Chrissy Teigen, elle a posté des photos sur Instagram. Et c'est vrai que là, ça a été un coup de projecteur énorme sur le deuil périnatal. Et il s'avère que, il y a plein de médias qui s'étaient pas du tout préoccupés de cette thématique, qui ont eu envie d'en parler. Et notamment, il y a Le Monde qui avait fait un papier sur les photographies sur Instagram en lien avec le deuil périnatal. Et j'avais été interviewée parce que j'avais lancé le podcast peu de temps avant. Et puis moi, je suis journaliste initialement, mais ensuite, je m'étais lancée dans une thèse vraiment sur la maternité, les liens parents-enfants et en histoire. Et je travaillais sur la photographie de famille, notamment à la fin du 19e siècle et au début du 20e. Et donc, il y avait beaucoup de photographies d'enfants décédés à cette époque dans les albums photos. Et du coup, j'avais été interviewée pour le papier pour ça, notamment pour montrer que les photos, oui, Instagram fait qu'on publie plein de photos, même là, dans le cas d'un deuil périnatal, mais historiquement, ça fait très longtemps que ça existe, ce type d'image. Et donc, après, j'ai été invitée sur France Inter pour en parler, donc le truc complètement improbable, dans l'émission de Sonia De Villers. Et donc Anaïs, qui écoutait déjà mon podcast, m'a entendu en direct et m'a envoyé un mail suite à ça. Et on a beaucoup échangé. Et comme elle réalisait déjà des docus à l'époque, elle m'a dit, voilà, moi j'ai envie de réaliser un docu sur le deuil périnatal. Est-ce que tu serais partante pour qu'on travaille ensemble? Et oui, carrément. Moi, je travaillais pas du tout en télé initialement, mais moi, ça m'a beaucoup tenté. Et on a commencé à travailler là-dessus, donc courant 2021. Et il y a un an, 2022, on a trouvé un diffuseur. Et c'était important pour nous, effectivement, que dans un documentaire de 52 minutes qui serait diffusé sur une chaîne, vue par tout le monde, on parle de deuil périnatal. Et donc notre porte d'entrée,
c'est l'IMG parce que c'est ce qu'on a vécu toutes les deux, que 52 minutes, c'est quand même assez restreint comme timing pour pouvoir parler de tout. Et notre pari, c'était vraiment de parler d'IMG et du deuil périnatal qui en découle. Donc vraiment, la deuxième partie peut s'adresser à toute personne qui a vécu un deuil périnatal, mais avec cette temporalité très précise et très spécifique et très singulière de l'interruption médicale de grossesse quand on nous annonce qu'il y a un problème avec notre bébé, parce que là, le laps de temps qui s'écoule, il est très très particulier à vivre, il est propre à l'interruption médicale de grossesse qui peut être faite en cas de péril grave pour la santé de la femme enceinte. Donc là, on est sur un timing qui est beaucoup plus immédiat parce que il y a la question de l'urgence vitale pour la mère et en cas de pathologie grave et incurable au moment du diagnostic pour le fœtus. Donc nous, c'est ce qu'on a vécu. Les personnes interviewées dans le documentaire, c'est ce qu'elles ont vécu avec des différences de parcours qui permettent de balayer voilà un petit peu le paysage de ce que peut être l'IMG dans ce cas-là. Et puis vraiment, le deuil périnatal en tant que tel, c'est un documentaire qui s'adresse aux personnes qui le vivent, mais surtout aux personnes de l'entourage qui connaissent pas le deuil périnatal. Et notre but était quand même un petit peu de montrer ce que c'est par des mots et par des images. Les images, c'est très dur de montrer un petit peu l'invisible, mais il n'empêche qu'il y a des visages de personnes qui parlent, on les voit parler, on voit qui elles sont, et c'était important de montrer ces personnes-là, parce que ce sont des personnes qui sont souvent invisibles dans l'espace public, dans l'espace médiatique, et voilà, c'était notre pari, vraiment de montrer en images des parcours, et de les rendre visibles et audibles, et de dire voilà, vous pouvez les écouter, vous pouvez les voir, c'est important, parce que ce qu'on vit, c'est souvent invisible aux yeux des autres, mais pour ces personnes-là, ça a des répercussions très concrètes sur leur vie, à l'instant T et après. Et c'est marrant que tu prennes évidemment l'exemple de Chrissy Teigen et John Legend, parce que c'est des stars mondialement connues, mais c'est vrai que je pense que comme pour toi, pour moi, j'ai trouvé ça très beau ce qu'ils ont fait, mais malheureusement, ils ont reçu un flot de critiques et de gens qui leur disaient on veut pas voir ça, on veut tourner les yeux. Et c'est vrai que moi, je me rendais pas compte, peut-être avant de faire ce podcast, avant d'avoir mon ami qui vit ça, à quel point les gens détournent le regard, à quel point les gens ne mentionnent pas le prénom de vos bébés. Ça, je sais que ça a été une grande souffrance pour Lucie, mon amie. Donc, moi, je sais que j'envoie tout le temps des messages où je lui parle de Tennessee, où j'allume des bougies pour Tennessee. Il y a un truc que vous dites dans le documentaire qui est hyper fort. C'est une de vos invitées qui dit oui, comme si, en nous en parlant, les gens ont peur qu'on y repense, mais on y pense tout le temps, en fait. Il n'y a pas besoin que vous veniez nous en parler pour qu'on y pense. Et au contraire, avoir un bébé honoré par la parole, c'est hyper puissant, en fait, pour vous. En fait, ce qui nous reste, effectivement, ce sont quelques souvenirs matériels, mais parfois, il y en a très, très peu. Et la parole, en fait. Donc, c'est vrai que si on n'en parle pas, de toute manière, on sait que le fait de parler des choses, de les nommer, ça les rend... ça les fait exister. Donc, d'un coup... C'est vrai qu'avec le deuil périnatal, moi en tout cas c'est l'expérience que j'ai faite, mais je pense que n'importe quelle femme enceinte a fait cette expérience, c'est que pendant la grossesse, on s'efface complètement derrière la grossesse et le bébé. On n'arrête pas de dire et le bébé, les échographies, et même des inconnus en fait dans la rue, c'est assez fou. Et d'un coup plus rien. Plus rien, c'est qu'en fait, nous, c'est pas on rembobine et on se retrouve dans la situation avant d'être enceinte, c'est on est en postpartum. Et en plus, plus personne n'en parle. Donc, ce qui nous reste à ce moment-là, c'est la parole et le fait que des personnes détournent le regard. Là, tu vois, par exemple, avec Chrissy Teigen et John Legend, ça a été amplifié parce que les réseaux sociaux, parce que, en plus, ça a été relayé dans des émissions, que je nommerai pas, mais où on voyait qu'il y avait une incompréhension complète du truc et c'était juste abject à regarder. On avait l'impression qu'ils étaient pour ou contre le deuil périnatal. On était vraiment sur des niveaux de débat, mais c'était même pas du débat, quoi. C'était horrible. Ils ont eu quand même beaucoup de soutien aussi dans les commentaires et par ricochet, le soutien dans les commentaires, c'est du soutien aussi pour toutes les personnes qui le vivent, donc ça faisait du bien. Mais c'est vrai que c'était un amplificateur de ce qu'on peut ressentir quand on le vit à l'échelle d'une personne qui le vit. Et c'est atroce à dire, mais pour plein d'épreuves dans la vie, les gens peuvent être là. Alors bon, pas toujours là vraiment, mais il peut quand même y avoir des petits messages de soutien et des choses comme ça. Et là, on se dit, mais c'est pas possible, je viens de perdre un bébé, et il y a des personnes qui n'ont même pas réagi à l'annonce que je leur ai faite. Vraiment, je pense qu'il y a un truc qui se passe où on se dit, mais à quel moment, en fait,
j'ai mérité ça. Moi, je l'ai vécu. Toutes les personnes du documentaire l'ont vécu. De se faire pratiquement ghoster. Enfin, j'emploie, tu vois, ce mot, se faire ghoster, parce que c'est quelque chose, c'est un mot qu'on emploie maintenant, et moi, j'avais pas le mot à l'époque, parce que bon, ça c'est récent qu'on parle de ça, mais moi, j'ai eu l'impression de me faire ghoster par certaines personnes. Et tu comprends pas, parce que quand t'es accompagné, quand t'es bien accompagné médicalement, tu vois, par exemple, t'as la psy qui te dit, bah oui, c'était votre bébé, parce qu'à un moment donné, tu dis, mais c'était un bébé, c'était pas un bébé, parce que je comprends plus, là, ce qui se passe. Enfin, vraiment, on est dans un état de confusion qui est assez intense quand on le vit. Et quand t'as des personnes, des soignants, moi, en l'occurrence, c'est la chance que j'ai eue, qui nous ont bien accompagnés, qui ont considéré notre bébé comme notre bébé, où tu tiens dans tes bras ce petit être qui est tout petit, mais que t'as senti bouger dans ton ventre, et qui a un petit bracelet de naissance, un petit bonnet, où tu dis, oh, mais c'est le bonnet qu'on met à tous les bébés qui naissent. Enfin, voilà, il y a quand même quelque chose de très fort, et d'un coup, plus rien. Et ça, c'est d'une violence extrême, parce que le fait que les proches puissent être là, puissent faire des petites choses, comme prénommer le bébé, s'il avait un prénom, ou ne serait-ce que nous demander comment on se sent, nous dire, est-ce que ton bébé avait un prénom, est-ce que tu veux que je l'emploie? Enfin, tu vois, des choses. Et d'ailleurs, tu le montrais bien dans l'épisode avec Lucie. Et moi, je l'avais partagé aussi en disant, regardez, Clémentine, elle a la position de l'amie. Écoutez ce qu'elle dit, en fait. Et comment elle tâtonne. Parce que je sais bien que les proches, ils tâtonnent. Et justement, le fait que tu te mettais dans cette position de dire, bah, moi, je savais pas si ça te ferait du bien ou pas. Enfin, ne serait-ce que de poser la question à Lucie, ton amie. Je disais, mais regardez, en fait, c'est pas si compliqué. Il faut que les proches, ils écoutent cet épisode. Parce que on se rend compte que y a des moments voilà, ça rajoute de la violence à la violence, en fait, et ça rajoute pas de la tristesse à la tristesse, c'est que la tristesse, elle est déjà là. Et je sais que les proches, ils ont du mal à en parler, parce que il y a leur propre tristesse à gérer, mais il y a aussi le fait que est-ce que je vais réactiver quelque chose? Mais non, en fait, la personne ne va jamais réactiver quelque chose, parce que la tristesse, elle est déjà là. Par contre, il faut qu'elle se prépare à être potentiellement confrontée aux pleurs et au chagrin de son ami. Et ça, je sais que c'est dur de se confronter au chagrin des autres. Mais la personne qui en parle, elle sera pas responsable du chagrin. Le chagrin, il préexiste. Au contraire, elle offre un espace pour que ce chagrin, il puisse se déployer dans autre chose que l'intimité d'une maison qui est vide, et qui est souvent le seul endroit safe où on se sent de pleurer. Donc ça, c'est ultra précieux de se dire qu'on peut pleurer dans les bras de quelqu'un qui est important pour nous, et qui considère que ce chagrin, il est important, il faut pas l'invisibiliser. Je sais que pour Lucie, mon amie, et ça, moi, vraiment, je l'avais pas du tout réalisé, ce qui a été le plus dur quasiment dans le moment très proche après l'accouchement, c'est la date prévue d'accouchement. On appelle ça la DPA. Parce que là, ça te renvoie en pleine face au fait que ton bébé n'est pas né à terme, il n'est pas là, et que c'est aujourd'hui que tu aurais dû célébrer avec une joie immense quelque chose qui n'arrivera jamais. J'avais pas mesuré la violence que ça avait été pour elle à ce moment-là. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu retrouves chez toutes les futures mères et pères, ou c'est très propre à chacun? Effectivement, je pense quand même que c'est une étape à franchir. Alors, tout dépend de ce qu'on a vécu et du terme auquel on l'a vécu. Notamment si c'est une IMG ou une mort fœtale in utero en toute fin de grossesse, souvent finalement la date de la perte est assez concomitante avec la date du terme, ou en tout cas le timing est beaucoup plus resserré. Mais c'est vrai que c'est toujours une étape. Enfin, c'est une étape, et c'est une étape qui est compliquée, parce que, et je crois que c'est quelque chose qui peut ressortir même dans beaucoup de témoignages de personnes qui ont vécu des pertes de grossesse beaucoup plus précoces. C'est que d'emblée, quand on est enceinte, on fait le calcul. On se dit, c'est pour quand? Enfin, vraiment, ça, je pense que c'est quelque chose de quasi instantané. Et souvent, en plus, il y a de plus en plus d'échographies de datation, donc qui sont très précoces. Et aussitôt, avec le gynéco, c'est, on va regarder quelle sera la date de terme, et on va regarder à l'écho si ça coïncide. Donc, forcément, c'est une date qu'on a en ligne de mire. C'est un peu la ligne de mire de notre grossesse, même si on sait que l'accouchement peut intervenir avant, après. Enfin, il n'empêche qu'il y a cette date qui est très très symbolique. Et quand on perd un bébé avant cette date, tout le laps de temps qui nous restait avant la date d'accouchement, c'était un laps de temps durant lequel on aurait dû faire des préparatifs. Enfin, on se disait moi je me souviens que avec mon mari,
Ouais, c'est ça, c'est qu'on se projetait dans cette date, on s'était dit, nous, ce sera pour le début du printemps, on partira pas en vacances avant parce que, voilà, trop proche du terme. Enfin, tu vois, c'est un truc où tu prévois des choses, tu prévois beaucoup, beaucoup de choses. Moi, j'avais prévu aussi mon accouchement, parce que je voulais un accouchement sur le plateau technique du CHU de Caen avec une sage-femme libérale, parce que j'étais à fond là-dedans. Je me disais, moi, je veux connaître la personne qui m'accompagnera pour mon accouchement, je veux me sentir en sécurité. Et puis si j'arrive pas sans la péri, il y aura toutes les équipes médicales qui seront là pour intervenir, mais ma sage-femme, elle sera là avec moi. Donc tu vois, j'avais commencé en plus ça, parce que c'est des choses qu'il faut vraiment prévoir beaucoup, beaucoup en amont. J'avais commencé l'autonomie, tu vois, vraiment. Donc je m'étais projetée dans un type d'accouchement avec ma ligne de mire qui était début avril 2018, et paf, il y a plus rien en fait. D'un coup, c'est comme si tu avais un no man's land face à toi, parce que au-delà de la date d'accouchement, tu prévois aussi plein de trucs. Tu dis le premier été, est-ce qu'on partira en vacances ou pas? Et puis le premier Noël, oui, Noël. Moi j'ai perdu mon bébé quelques jours avant Noël en fait, et c'était pas du tout le Noël que j'avais envisagé. Donc du coup, ouais, c'est une étape qui est très dure, et là je pense que je vais parler que pour moi, c'est que j'ai fait tout pour l'adoucir cette date. Et je pense que ça peut aider aussi des personnes de se dire, tiens, non pas que je fasse autorité dans le domaine, mais elle a fait ça, parce que parfois c'est dans les exemples des autres qu'on s'autorise aussi à imaginer des choses. Mais moi ça me faisait tellement peur cette date que j'avais prévu plein de choses. C'est-à-dire que moi, j'ai perdu mon bébé en décembre 2017. En janvier, je m'étais dit, ok, je vais aller voir une tatoueuse parce que j'ai envie de me faire tatouer. Et elle m'a dit, malheureusement, je peux pas te tatouer maintenant, il y a plusieurs semaines d'attente. Donc, horrible pour moi, je me disais, non, je vais être tatouée maintenant. Elle me dit, ma prochaine date, c'est début avril. Et là, je me suis dit, ok, en fait, je vais me faire tatouer quasiment à ma date de terme. Ça pouvait pas mieux tomber. Donc, le jour où j'aurais dû accoucher, je me suis fait tatouer. Donc ça a été le truc qui m'a aidée de me dire, je me projette dans cette date, et cette date, ça va pas être que de la douleur, parce que j'ai aussi un truc cool qui va arriver ce jour-là en rapport avec mon bébé. Donc ça m'avait fait beaucoup de bien. Aussi, on avait décidé que le jour de la date du terme, on irait à la mairie pour faire inscrire notre bébé dans le livret de famille. C'était un truc super symbolique pour nous de le faire. C'est quelque chose qui est possible, voilà, pour les personnes qui accouchent, qui ont un certificat d'accouchement d'enfant né sans vie. Voilà, là, c'est des considérations un petit peu légales, mais c'est quelque chose qu'on peut faire. Moi, j'ai perdu mon bébé dans le 6e mois de grossesse. On peut le faire aussi en amont, de le faire inscrire dans le livret de famille. On s'était dit, ok, on le fera ce jour-là. On s'est fait un resto, on a été à la mairie. La mairie, voilà, c'est l'officier d'état civil en plus connaissait bien la loi, donc il n'y a pas eu besoin de l'expliquer, alors qu'on avait un peu anticipé le fait que parfois ils connaissent pas la loi. Mais on est ressorti avec notre livret de famille, avec notre fille inscrite dedans, sur la page premier enfant. On s'est fait un ciné ce jour-là, et donc moi ça m'a aidé, je sais que ça a aidé mon mari. Le plus dur après, c'était aussi que j'avais beaucoup de copines qui devaient accoucher. Dans cette période-là, je me suis préservée au max, et il y a eu des maladresses. À cette époque, il y a eu des trucs qui n'ont pas été cool. J'ai aussi beaucoup pleuré, mais j'avais en ligne de mire cette date en me disant, ok, c'est un mauvais moment à passer parce que clairement, franchement, on n'aurait jamais dû vivre ça. Mais j'avais un peu balisé le chemin pour qu'il y ait aussi des choses cool, en fait, qui se passent. Et ça a été très très aidant. Vraiment, moi ça m'a énormément aidé. Et puis après on est parti en vacances en plus dans la foulée, à faire des randonnées en Écosse. Bref, un voyage qu'on a prévu juste après mon accouchement en plus. Donc de se projeter dans des choses qui n'étaient pas juste des choses douloureuses en fait. Ça nous a aidé. Dans le documentaire, vous interviewez une psychiatre qui est spécialisée dans le deuil périnatal, qui vous a inspiré donc le nom du documentaire, parce que elle a écrit ce livre qui s'appelle Le berceau vide, et elle dit une phrase qui, moi, m'a beaucoup marquée. Et je vais pas te mentir, votre documentaire m'a beaucoup fait pleurer. Et je pense qu'il faut le préciser pour celles et ceux qui veulent le regarder. Il est intense, normal, le sujet l'est. Et elle dit, et ça, c'est vrai que c'est fou d'entendre cette phrase, on peut mourir avant de naître. Ouais. Elle dit on peut mourir avant de naître, et ça, c'est impensable. Et effectivement, quand ça nous arrive, on se rend compte de tout ce paradoxe de la vie et de la grossesse. Et je pense que c'est aussi ça qui est impensable pour beaucoup de personnes, et du coup on n'a pas envie d'y penser. Et je pense que malheureusement c'est aussi pour ça que les gens se sentent pas capables d'être là, ou ils essaient de se préserver, et
Et je sais que moi, pour l'avoir vécu, je me doute que pour l'entourage et pour la société, c'est une thématique qui est très compliquée à penser puisque c'est impensable. Et j'ajoute que pour l'IMG, c'est d'autant plus impensable qu'il faut prendre une décision. Soit pour la femme qui est enceinte parce que c'est sa santé qui est en jeu. Et en France, les choses sont entre guillemets bien faites parce qu'on fait passer la santé de la femme avant. Là où dans d'autres pays où les interruptions de grossesse sont menacées, où ce droit est menacé, eh ben non, on met en péril la santé des femmes enceintes, notamment aux États-Unis. Et quand il s'agit d'une pathologie grave pour le bébé à naître, là, c'est encore plus impensable parce qu'on prend une décision en tant que parent et on signe un papier, mais au bout du compte, on décide d'accompagner notre bébé, en fait. C'est pas, je détourne le regard de ce qui se passe et ce bébé-là, j'en veux plus et je fais je voulais un bébé parfait et voilà, non, c'est pas du tout ça l'IMG, mais on décide d'accompagner notre bébé de cette manière-là. Parce que c'est celle qui nous semble la plus juste pour lui et pour nous. Mais oui, c'est impensable. Et c'est pour ça, en fait, qu'il faut faire un travail de sensibilisation, non pas pour effrayer et pour banaliser ça et pour dire à tout le monde, écoutez, si vous êtes enceinte, préparez-vous à ça éventuellement, parce que c'est pas du tout le sujet. Ce serait complètement malvenu. Mais par contre, pour les personnes qui le vivent et le vivront, c'est juste de rendre cet impensable pensable, parce qu'il y a que comme ça qu'on peut avoir des clés pour réussir à traverser cette épreuve en ayant des clés, en sentant qu'on peut être contenu, qu'on peut être soutenu. Et il y a encore 30 ans, cet impensable n'était même pas pensé dans les maternités. Alors même qu'on sait que ça arrive en fait. Et encore aujourd'hui, on forme très peu les soignants à ça, alors même que ça arrive. Donc là, c'était encore une couche de violence dans la violence, puisque c'était en plus tabou dans les maternités. Mais maintenant, on accompagne au mieux les personnes qui le vivent à l'instant T, en tout cas dans beaucoup de maternités, heureusement, même s'il y a des grosses disparités. Mais cet impensable est pensé au sein de l'hôpital et au sein des maternités. Il faut qu'il puisse être aussi pensé ailleurs pour que les personnes qui le vivent, se retrouvent pas sans attache du jour au lendemain, quoi. Parce que c'est vrai que c'est une telle déflagration dans nos vies de perdre un bébé qui potentiellement en plus était viable, de signer un papier pour dire on arrête tout et j'accompagne mon bébé in utero, parce que je veux pas que mon bébé souffre après. Ça remet tout en perspective. En fait, je trouve que ça rebat toutes les cartes de nos vies, en fait. Et c'est pour ça qu'il y a aussi une autre psychologue qui dit que ça fait rupture et qu'on sera jamais la même. Parce que là, en fait, l'impensable s'est produit. Donc on se dit, mais qu'est-ce qui peut m'arriver d'autre, en fait? Et c'est vrai que, le rendre pensable, cet impensable, c'est pas banaliser la situation, c'est pas effrayer tout le monde, c'est juste permettre à celles et ceux qui le vivent de pouvoir s'approprier ce vécu et de pas être dans un espèce de, presque de no man's land, comme je le dis, en fait, où il y a personne, où il y a plus rien, et ça rend les choses encore plus impensables, en fait. Parce qu'on se retrouve complètement parfois dans nos entourages presque ostracisés et ghostés, comme je l'ai dit. Et justement, c'est à travers la sensibilisation qu'on permet de remettre les choses un peu en perspective et d'entourer mieux les personnes qui le vivent. L'autre psychologue que tu viens de vous interviewer là dans le documentaire, elle dit que c'est un deuil vraiment à part, parce que c'est un deuil qui va durer toute la vie. Et surtout, c'est un deuil qui est tabou. Est-ce que aujourd'hui, tu as la sensation, par rapport à il y a 5 ans, quand toi tu as vécu ce deuil avec ta petite fille Augustine, il y a une différence dans l'accueil, les gens commencent à être un petit peu plus sensibilisés par le travail que toi tu fais, par les médias aussi, et les stars, et un documentaire comme celui qui sort aujourd'hui, est-ce que ça montre qu'il y a du mieux? Alors déjà que nous, on est trouvé un diffuseur, ce qui n'a pas été une mince affaire. Ça montre qu'effectivement, il y a la prise de conscience de la part de personnes qui ne l'ont pas vécu, que c'est quand même un sujet. Parce que en fait, pour d'autres personnes, c'est pas un sujet. C'est toujours pas un sujet. Donc là, de trouver quelqu'un qui nous dise « Ok, on va coproduire ce documentaire, on va le diffuser », c'est déjà assez énorme. Le fait que des médias sont souvent des médias féminins, mais aussi d'autres, parce que ces dernières années, il y a eu des articles dans d'autres médias, je pense notamment à Libération, au quotidien Le Monde, qu'on en fasse un sujet, ça montre que les choses, elles bougent petit à petit. Moi, il y a 5 ans, quand j'ai vécu ça, j'ai mis du temps
avant de faire des recherches sur Internet parce que j'avais trop peur de ce sur quoi j'allais tomber. Notamment par rapport à l'IMG, j'avais bien conscience qu'il y avait des personnes qui étaient contre. Donc j'avais un petit peu peur de tomber sur du contenu qui allait me culpabiliser encore plus. Mais quand j'ai fait la démarche de chercher un petit peu, je suis tombée très rapidement sur le site de l'association Petite Émilie qui est spécialisée sur les questions d'IMG de deuil périnatal et il y avait un forum. J'ai trouvé des milliers de messages de femmes et là je me suis dit ok, donc en fait toutes les femmes qui vivent ça, elles sont là. Enfin je les trouve. Je suis tombée sur le blog de Julie aussi. Julie qui est maintenant derrière le compte À Nos Étoiles. Qui est ultra précieux et qui avait raconté son parcours sur son blog personnel. Mais c'est vrai qu'à côté de ça, et puis à côté de 2-3 témoignages dans l'émission Les Maternelles, il y avait vraiment pas grand-chose. Et dans un laps de temps très réduit, donc moi c'était il y a 6 ans, et quand moi j'ai lancé mon podcast, c'est un peu le hasard, mais dans un laps de temps très réduit, il y a eu beaucoup de choses en fait. Et de plus en plus, sur Instagram notamment, il y a eu de plus en plus de choses. Et paradoxalement, Instagram, c'est un réseau social très visuel. Et beaucoup de choses pour une expérience qui est souvent transparente et invisible aux yeux des autres. Donc oui, là en plus, on voit que la parole, elle a commencé à se déployer aussi sur les réseaux sociaux. Et forcément, les choses, elles vont lentement. Mais quand je vois en 3 ans, malgré tout ce qui s'est passé, par exemple, il y a aussi mon amie Pauline Lavaux qui a publié un livre à partir de son expérience, donc 9 mois, 9 jours. C'est quand même énorme. Dans les podcasts aussi sur la maternité en général, le fait qu'il y ait des épisodes sur le deuil périnatal. Enfin, oui, les choses, elles bougent. Après, ça veut pas dire que tout le monde a accès à ça. Mais n'empêche que moi, quand je suis passée sur France Inter, j'ai eu plein de messages de personnes qui avaient vécu ça il y a 20, 30 ans. Encore, là, hier, j'ai reçu le message d'une personne qui a regardé le docu et elle, c'était le bébé d'après. Ses parents avaient perdu un bébé en 1971 et elle s'est rendue compte de ce que ses parents avaient pu vivre. Donc finalement, c'est aussi, plus on en parle, plus les gens qui le vivent trouvent des ressources. Et ça, c'est génial. Et plus on en parle, plus ça essaime de la société dans son ensemble et plus on touche des personnes de l'entourage et plus on touche des soignants et des soignantes, des personnes qui vont être confrontées dans l'exercice de leur profession à des parents qui ont perdu un bébé, que ce soit au travail, enfin voilà. Et là, effectivement, les choses, elles bougent. Elles ont du mal à bouger, ça va très lentement, mais n'empêche que il y a encore 2-3 ans, il y avait Julie le dit en fait très bien dans le docu, c'est qu'il y a plein de tabous de la maternité qui tombent, mais le deuil périnatal, on a du mal. Mais il n'empêche que petit à petit, on y vient. Et je leur dis encore une fois, c'est pas pour effrayer les gens, c'est vraiment pour celles et ceux qui le vivent, parce que c'est ça le plus dur, c'est d'aller trouver des ressources là où on ne sait même pas s'il y a des ressources. Et parfois, on peut en plus vivre ça avec des soignants qui sont pas à la hauteur, parce qu'il y a plein de disparités territoriales. On peut vivre ça en étant très isolé dans sa famille. Je vois les IMG, il y a des moments, mais ça fait naître des conflits familiaux intenses, parce que il y a des familles dans lesquelles c'est très très mal accueilli le fait que une fille, une sœur, un couple de neveux et nièces ait recours à une IMG, ça peut donner lieu à des conflits familiaux, parce qu'on a quand même des personnes pro-vie qui sont contre l'IVG certes, mais aussi contre l'IMG. Donc il peut y avoir vraiment des ruptures dans l'environnement familial ou l'environnement amical, et ces personnes-là qui se retrouvent toutes seules, il faut qu'elles puissent avoir accès facilement à des ressources. Si on devait un peu résumer, et on l'a quand même bien fait dans l'épisode, si tu devais donner un conseil, ou en tout cas des choses à faire primordiales pour l'entourage qui veut entourer, qui veut aider, qui veut accompagner une famille qui vit un deuil périnatal, ce serait quoi pour toi les choses les plus importantes ? Eh ben, déjà, j'aimerais dire à ces personnes que oui, ce n'est pas facile d'accompagner quelqu'un qui vient de perdre un bébé. Et ça, je le conçois bien. Ça, c'est vraiment... je le conçois complètement. Et je pense que c'est d'autant plus difficile que les soignants, ils le disent bien en plus dans le documentaire, c'est que eux, ils ont pas de protocole figé. Même eux, ils savent que c'est tout le temps du cas par cas, qu'ils peuvent aussi faire des erreurs, qu'il n'y a pas de recette toute faite, il n'y a pas de mode d'emploi. Donc même pour eux, c'est compliqué, donc pour les proches, ça l'est encore plus. Déjà, c'est d'être présent. C'est juste d'être présent. C'est-à-dire que, là je vais donner un exemple qui est personnel, moi quand j'ai annoncé
que j'allais perdre mon bébé, j'étais incapable de prévenir personnellement tout le monde, si ce n'est mes proches, très proches. Et j'avais envoyé un mail parce que j'arrivais même pas à le formuler par téléphone. Enfin, vraiment, c'est horrible pour moi. Et j'ai des personnes qui n'ont pas répondu à ce mail. Et ça, juste ça, je me suis dit waouh. Et j'ai mis du temps avant de comprendre qu'il y avait eu des personnes qui ne m'avaient pas répondu. Je pense qu'elles n'ont pas su quoi répondre. Mais en même temps, il n'y a pas à chercher midi à 14h, en fait. Juste de dire, je pense à toi, je pense à vous, je peux être là s'il y a besoin, pour vous écouter, ou même pour autre chose, parce que parfois, on peut ne pas se sentir en capacité d'écouter, mais il y a plein de choses qu'on peut faire malgré tout. Ça demande du courage, ça demande de la force, ça je le sais, mais si on se sent pas en face à face, d'être là, au moins d'envoyer des petits messages, quoi. Juste, je pense à toi, je pense à vous, et je pense à votre bébé, et voilà, mais ça c'est juste énorme, enfin, vraiment c'est colossal, parce qu'au bout du compte, quand les mois passent, on se rend compte qu'il y a des personnes qui n'ont pas été du tout là. On s'en rend vraiment compte. Et quand je dis « je suis là pour vous », c'est vraiment être là. Parce que moi, la première, et d'autres personnes, on a reçu des messages d'amis ou de proches qui disent « je suis là ». Mais en fait, on leur répond et après, il n'y a plus personne. C'est compliqué. Et ça, je le conçois, c'est un exercice d'équilibriste. Mais d'être présent, d'envoyer des petits messages, pas seulement au moment de l'instant où ça s'est passé, mais même plusieurs semaines après. Parfois, il se peut que les messages, ils restent sans réponse parce qu'on ne se sent pas en capacité de répondre à ce moment-là et parce que, dites-vous que la personne en face de vous, elle vit quelque chose de tellement intense que même parfois répondre à un message, ça demande une énergie folle. Et voilà, c'est pas contre vous, mais cette personne, elle le saura que vous avez été là à un moment donné. Et je dirais d'écouter l'épisode que t'as fait avec Lucie. Parce que cet épisode-là, c'est pas juste toi, Clémentine, journaliste, créatrice du podcast, qui fait l'épisode, c'est toi, Clémentine, amie de Lucie. Et je trouve que là, en direct, toutes les deux pendant l'enregistrement, moi je l'ai vraiment écouté avec cette oreille-là, c'était un épisode qui était ultra émouvant, il y a quand même plein de choses qui ressortent d'une relation entre amis, et je trouvais que toi, ce que tu formulais pour Lucie, toutes les hésitations, en fait, je pense que les proches, ils ont pas souvent accès à cette parole-là non plus. Et c'est vraiment un outil, en fait, cet épisode. Donc peut-être que les proches, ils diront, je vais faire ça avec mon ami, et ça conviendra peut-être pas à leur ami. Mais juste, on peut pas faire mal en envoyant un message et en disant, je suis là. Est-ce que tu as besoin de quelque chose? D'envoyer un petit colis avec mais moi j'ai une copine qui a fait ça, elle m'a envoyé un colis avec un bouquin, avec des petites poupées, je sais plus comment ça s'appelle, mais des petites poupées qui sont minuscules, qui sont des petites poupées pour absorber le chagrin des gens, qu'on met sous l'oreiller, enfin, tu vois, des petits trucs très symboliques. C'était pas grand chose, mais quand elle a fait ça, mais j'étais la plus heureuse du monde, quoi. J'ai une copine qui nous a envoyé aussi et je sais qu'elle a beaucoup hésité, elle se demandait si c'était approprié ou pas, une petite lanterne avec des lumières qui s'allument quand il fait nuit. Pareil, je me suis dit waouh, mais c'est tellement précieux en fait. Ce genre de petits gestes, on peut pas se tromper quand on fait ça en fait. Et même si la personne sur le moment, celle qui le reçoit se dit oh là là, mais non, c'est trop dur, je vais pas réussir à ouvrir ça, non, enfin. Peut-être que quelques semaines après, ça lui fera juste du bien de se rendre compte qu'on a pensé à elle et à son bébé. Ça, c'est énorme. Comment est-ce que tu décrirais, toi, 5 ans après, la lumière qui revient petit à petit dans la vie? Même si on le sait, la tristesse, elle restera, le deuil, il est là. Comment on remet un pied dans la joie de la vie? Je te demande ça parce que Lucie, quand je l'ai interviewée, c'était 3 mois après son IMG, donc on était vraiment dans le deuil très très proche. Toi, t'es 5 ans après, t'as plus de recul. Qu'est-ce qui a fait que t'as pu envisager avoir d'autres enfants et tu peux en parler avec plus de légèreté? Tu vois, en fait, cette question, elle m'émeut énormément et je m'y attendais pas. Et je sais pas pourquoi, en fait. C'est une bonne question. En fait, un ami qui nous avait envoyé un message au moment où on a vécu tout ça et il nous avait dit... ça peut sembler maladroit sur le moment, mais moi, ça m'avait fait énormément de bien. Il nous avait dit, j'ai des amis à qui c'est arrivé il y a quelques années. Et en fait, là, au moment où vous nous annoncez ça, ce couple d'amis vient de donner naissance à un petit garçon qui va bien. Et je sais pas si, je sais pas si ça aurait fait du bien à tout le monde.
moi, à ce moment-là, en plus, et je sais que j'ai eu de la chance de ce point de vue-là, de pouvoir donner naissance à des enfants après. Moi, c'était très violent. En plus, j'avais pas d'enfants avant, donc il y en a pour qui ça arrive, qui ont des enfants avant et qui se raccrochent vraiment à leurs enfants. Moi, j'avais personne à la maison. Et de savoir que ce couple d'amis de mon ami avait eu un enfant après, je me suis dit, ok, donc en fait, ça veut dire qu'ils sont toujours debout, ils sont toujours là. Et c'est aussi le but du podcast et des documentaires, c'est de montrer que les personnes qui ont vécu ça, elles sont toujours là. Et moi, ça m'avait fait du bien, parce que je m'étais dit, ok, je peux être 6 pieds sous terre là. J'avais vraiment l'impression que c'était la fin de ma vie. De pouvoir savoir qu'il y avait une personne qui l'avait vécu et qui était toujours là, ça m'avait fait du bien, et je m'étais dit, ok, donc ça veut dire que ça revient au bout d'un moment. Et je saurais pas te dire à quel moment la lumière, elle est revenue dans nos vies. Ne serait-ce qu'à un moment donné, quelques semaines après, être capable de ressortir, de voir du monde, de pouvoir rire, de pouvoir sourire à un moment donné, de pouvoir passer des bons moments, même si c'est juste 1 heure de joie au milieu de tout ce chaos. Petit à petit, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même des choses qui se mettaient en place. Et j'avoue que nous, la question de la grossesse après, ça a été très difficile parce que j'ai eu de la chance, encore une fois, d'être enceinte très rapidement. Au moins, j'ai cette chance-là. Parce que la grossesse d'après, voilà, mes filles sont nées extrême préma, donc ça a été encore une autre claque. Nous, ce qui nous a aidés aussi, c'était les voyages. Parce qu'en fait, tout ce laps de temps dont on ne savait plus quoi faire, parce qu'on aurait dû avoir un bébé et qu'on l'avait pas, bah, les voyages nous ont aidés à faire des projets là où on n'avait plus aucun projet. Et je crois que la lumière, elle est revenue paradoxalement, vraiment, de manière très intense, lors d'un voyage au Japon, à l'été 2018. En fait, ce voyage, on n'aurait pas dû le faire, parce que, en tout cas, on n'aurait pas dû le faire aussi rapidement, parce que c'était notre voyage de noces, et que on s'était mariés 1 an avant, à l'été 2017. Et tu vois, je suis ultra émue d'en parler, parce que j'avais appris 5 jours avant mon mariage que j'étais enceinte. Et même pendant longtemps, j'étais pas capable de regarder les photos de mon mariage parce que j'étais enceinte et que je voyais l'ancienne Sophie. Donc tu vois, dans le docu, quand la psy dit on sera plus jamais la même, c'est vraiment ça. Et du coup, c'était un secret, personne ne le savait. Mais notre voyage de noces, c'était le Japon et c'était notre cadeau en fait. Et du coup, l'idée c'était de faire ce voyage plus tard. Je sais pas quand, mais plus tard. Peut-être avec notre bébé, ou alors on l'aurait fait garder, mais voilà, c'était vraiment pas envisageable. Et quand on a perdu notre bébé, le premier truc qu'on a fait, ça a été de programmer des voyages et de prendre nos billets d'avion pour le Japon. Et ça a été très dur parce que ce voyage, je voulais plus le faire. Enfin, j'avais très envie d'y aller et je voulais plus. Et la lumière, je l'ai vraiment retrouvée là-bas. C'est vraiment un truc parce qu'en plus... on a fait notre anniversaire de mariage là-bas. En fait, la même semaine, j'ai découvert que j'étais enceinte, j'ai eu 30 ans et on s'est mariés. Et là, je l'ai retrouvée, la lumière. Et on s'est dit, voilà, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Peut-être que je serai de nouveau enceinte, peut-être pas. Et j'ai eu la chance de l'être et j'ai eu la chance qu'il n'y ait pas de récidive pour mes filles parce que ça, c'était une grande peur et qu'on n'avait pas de réponse par rapport à ça. Mais ça a été vraiment... ça a été à ce moment-là de me déconnecter de mon environnement géographique et de partir à l'autre bout du monde. Et quand je suis rentrée, voilà, j'étais toujours triste et j'ai eu d'autres choses qui faisaient que, mais là, ça m'a vraiment donné un coup de boost et c'était 9 mois plus tard. Et petit à petit, en fait, avec la grossesse de mes filles, parce que j'ai eu cette chance d'être de nouveau enceinte et je sais qu'il y en a qui ne seront pas de nouveau enceintes, et je leur envoie vraiment tout mon soutien, mais ça, tu vois, c'est très personnel pour moi. J'ai commencé à reprendre espoir. On n'a pas eu de récidive, j'étais très suivie par des personnes qui étaient au top, et je les remercierai jamais assez. Et dans toutes les épreuves qu'on a vécues ensuite, parce que mes filles, j'ai failli les perdre à la naissance, même après. Ça a été très très dur. Bah, la lumière, c'était ma première fille, en fait. Parce que je me suis dit, ok, j'accouche quasiment au même terme, mais là, cette fois-ci, elles sont vivantes. Et je sais qu'il y a quelqu'un qui les protège quelque part. J'étais dans la même salle de naissance. 14 mois avant, le jour de mon IMG, il y avait une tempête dehors. Quand j'ai accouché de mes filles, il faisait beau. Il y a eu, en plus, à la radio, une chanson qui m'a suivie pendant tout mon deuil, qui était la chanson de Clara Luciani, La Grenade. Et
juste avant la pause de la péridurale pour mes filles. Et mon mari m'a dit, regarde, écoute. Et ça a été un parcours très très long pour elle. Et en fait, cette lumière, même dans ce côté très sombre de ma maternité d'après, je crois que ma fille, elle était là, quelque part. En avril 2019, ma fille, j'ai mes filles à nous qui est Suzanne. Ma fille Suzanne, elle était en néonate. Elles étaient toutes les deux en néonate. Elles avaient 2 mois. Elle a failli décéder. Et elle a eu une très très grave complication. Et on nous a dit, là, les 48 prochaines heures, elles sont décisives. Et en fait, ça coïncidait avec ma DPA 1 an avant. Et Suzanne, elle s'en est sortie. Et ça a été très très long après. Mais je me suis dit, non, là, c'est pas possible. Il y a un truc avec les dates. Et cette fois-ci, c'est un signe et c'est un bon signe. Et en fait, ça a été un bon signe. Et je saurais jamais. Mais en fait, voilà, ça a été... la lumière, elle est revenue. Et ça a été très dur, ça a été très long. Mais ça a été d'abord la lumière des voyages. Et ensuite, la lumière, c'était clairement ma première fille. Merci beaucoup d'avoir partagé tout ça. Et je pensais pas que j'allais pleurer comme ça. J'ai une grande pensée pour Julie, du conte À nos étoiles, parce qu'on le voit dans son documentaire. Ouais. Qui, elle, a pas eu le bébé d'après. Et elle en parle... Ouais, Julie, elle a un parcours très spécial parce qu'elle a perdu une première petite fille. Elle a eu sa fille Olivia, après, qui est née en bonne santé. Et comme elle le dit, elle a jamais pu agrandir la famille. Et oui, j'ai une énorme pensée pour elle parce que ce qu'elle a vécu, Julie, ça aurait pu être moi, ça aurait pu être d'autres personnes. Donc c'est vrai qu'au bout du compte, elle a une fille qui va bien. Moi, j'ai 2 filles qui vont bien. Et en fait, je me reconnais complètement dans ces mots. C'est que malgré les épreuves, elle a eu le deuil périnatal à répétition. Moi, j'ai vécu vraiment un très très sale quart d'heure avec l'extrême prématurité de mes filles. Mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui n'auront jamais de bébé, en fait. Et ça, je sais que c'est très dur. Et j'ai vraiment une immense pensée pour ces personnes-là. Parce que parfois, il y a le deuil dans le deuil aussi. Et ça, c'est extrêmement compliqué. Et c'est pour ça qu'il est important de sensibiliser parce que c'est pas juste pour ces personnes-là de se retrouver isolées et de se sentir seules dans ce vécu-là. Mais merci beaucoup. C'était intense. Merci Sophie. Je pense que tu fais du travail pour qu'elle se sente plus seule. Il y a le podcast, il y a les cercles que tu reprendras, il y a le documentaire qui est disponible donc sur France 3, sur le replay. Il s'appelle Le berceau vide. Et voilà, un grand merci d'avoir pris le temps de partager ton expérience et tout ce que tu as fait depuis ces 5 dernières années. Merci Sophie. Merci Clémentine. C'était Sophie de Chivray, la fondatrice du podcast Au revoir le podcast, également la co-réalisatrice du documentaire Le berceau vide, qui est en ce moment sur France 3. Je suis Clémentine Sarlat, votre hôte. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à cliquer sur le petit bouton pour vous abonner. Ça aide énormément ce podcast à se faire connaître. D'ailleurs, un grand merci à toutes celles et ceux qui partagent les épisodes au quotidien. Parce que d'après Spotify, la matrescence fait partie des 1% de podcasts dans le monde les plus partagés via WhatsApp notamment. Merci à vous, prenez soin de vous, à la semaine prochaine.